jamba singare sira kurni singare sira. La République démocratique du Congo, parfois appelée le Congo-Kinshasa, en référence à sa capitale, et par opposition au Congo-Brazzaville, son voisin de l'Ouest, est le pays francophone le plus peuplé devant la France. Le pays est très riche en ressources naturelles telles que le cuivre, le cobalt, l'or, le diamant, le charbon et autres. Ngai Jean-Louis Songa Ekamba na botami na Kinshasa na commune ya Limité. Nazali ingénieur technicien bâtiment. Boti mwana nga liboso Farosi yeyo ya mibale na boti Luri ya misato précieuse o ya mine azali pa maman na ye awa te pona empêchement ya école. Je réponds au nom de Sikatena, je suis chef de travaux. Je donne cours à l'université Simon Kimbangu à la faculté des sciences économiques et de gestion. Je suis à l'université catholique chrétienne cardinal Maloula. Je donne cours à l'université de Sepromade, toujours à Kinshasa. Et aussi je suis à l'université de proximité, toujours à Kinshasa. Mon nom est Freddy Bobo Mukinaï, je suis congolais, j'habite au Canada. Je suis originaire du Kasaï et je suis ici au Canada depuis 2012 et j'ai quitté le Congo très jeune en 2010, j'avais 17 ans. Donc je suis parti en Inde pour faire des études supérieures en réseau et télécommunications. Après l'Inde, je suis venu au Canada. Donc comme je disais, je suis détenteur d'un baccalauréat en système d'information qui est l'équivalent d'une licence au Congo. Je suis impliqué au niveau international avec la jeunesse, aux Nations Unies, avec l'Assemblée Générale des Jeunes, mais aussi avec l'AISEC, qui est l'Association internationale des étudiants des sciences économiques et commerciales, qui est la plus grosse organisation de jeunes dans le monde. Mais à part ça, je suis aussi fondateur d'une plateforme, EYA, Elika Youth Action. Il existe différentes sources et définitions sur ce qu'on appelle le revenu. Pour la plus grande majorité des salariés, le revenu est ce qui figure au bas de la fiche de paie, ce qu'on appelle le salaire net. Mais ce n'est pas la seule source de revenus. Une partie des actifs vont de prestations comme par exemple les honoraires des médecins ou les bénéfices des commerçants. Oui, par inégalité de revenus, j'entends un non-respect de l'échelle des salaires dans la répartition du revenu national. Exemple, vous avez au Congo une catégorie qui gagne plus de 5 000 $ par mois et une autre qui gagne moins de 500, moins de 100 $ par mois. S'il faut parler de l'inégalité de revenus, c'est une disparité, un déséquilibre entre le revenu des pauvres et des riches. C'est ça ce que nous appelons quoi? Nous appelons l'inégalité de revenus. Et cette réalité, nous la vivons en République démocratique du Congo. Selon certaines études de la Banque mondiale, il nous est signalé qu'en République démocratique du Congo, 88% de la population se situe en deçà du seuil de la pauvreté. Donc, cette disparité est très grande entre ce que gagne le petit, donc le pauvre, et ce que gagne les riches. Donc, l'écart est considérable. Il faut d'abord savoir que le revenu désigne le revenu disponible d'un ménage au cours d'une année donnée. Et l'inégalité des revenus pointe surtout sur la disparité existante entre les revenus des individus riches et ceux des individus pauvres.
Donc ça, c'est vraiment, ça joue avec l'économie du pays, comme je prends par exemple l'exemple de l'Afrique du Sud, qui a un PIB élevé, supérieur à la deuxième plus riche pays d'Afrique. Mais quand on vient au niveau de la population, on trouve qu'il y a une forte population qui est pauvre. Et là, vraiment, c'est là qu'on voit la différence au niveau de l'inégalité des revenus pour la population sud-africaine, par exemple. Silobi na kozonga mobembo ezali ndeli wate o nakei kasilobi na kozonga Kinshasa mame mobembo ezali ndeli wate o nakei kasilobi na kozonga mobembo ezali. Dans de nombreux pays en voie de développement, le développement économique est affecté négativement par les inégalités existant au sein du pays. L'inégalité devient d'une importance vitale pour chaque gouvernement et la question principale est celle plutôt de savoir comment réduire cette inégalité. En République démocratique du Congo, comme en Afrique, c'est plus les inégalités de pouvoir qui sont la base de l'opposition entre puissants et faibles. Malheureusement, cette opposition engendre d'autres formes d'inégalité. Tel est le cas de l'inégalité économique ou des revenus, qui est à la base de la différence entre riches et pauvres. Nous le savons aujourd'hui que la République démocratique du Congo regorge des riches plus en plus riches et des pauvres toujours plus pauvres, entraînant la chute de la classe moyenne. En bref, la mondialisation, les changements technologiques et l'affaiblissement des institutions propres au marché du travail, comme par exemple le salaire minimum, sont aussi à la base de l'agrandissement de l'inégalité des revenus depuis quelques années dans notre pays. Dans plusieurs pays du monde, la différence entre riches et pauvres ne fait que s'agrandir depuis plusieurs décennies. Dans les pays émergents et en développement, comme par exemple ici en RDC. L'augmentation des inégalités s'explique d'abord par l'effet que les revenus des classes moyennes ont rejoint ceux des classes supérieures. Par ces faits, je pourrais dire qu'il n'existe aucune définition précise à cette notion, la classe moyenne. Et on peut aussi conclure qu'elle ne reste qu'une affaire de perception. S'il faut parler de la classe moyenne, dite aussi sociale, c'est une classe moyenne qui rassemble un ensemble de populations hétérogènes. La classe moyenne se situe au-dessus. Donc, c'est une classe moyenne qui se situe entre les riches et les pauvres. Donc c'est une classe qui se situe juste au milieu, pour ne pas dire que c'est une classe intermédiaire qui rassemble les travailleurs qui reçoivent un salaire moyen, formant en général les classes moyennes définies à partir de leur mode de vie, de leur manière de vivre. Ils ne sont pas tellement riches, ils ne sont pas tellement pauvres. Situation ya mboka ndenge tozo vanda na Congo ba makambo ezebele mbongo ezomona na te ba investir moye ba eza te yango moni ba situation oyo tozo mene yango ndo ezo bloquer biso moye to travailler eza te bo pe ezomona na te na mboka bato. La classe moyenne désigne une partie de la population qui, par son niveau de vie, se situe entre la classe aisée et la classe la plus pauvre. Alors, en tenant compte de cette expression, je dis qu'au Congo, il n'existe pas une classe moyenne. Au Congo, nous avons deux genres de personnes, c'est-à-dire on a des gens qui voient l'argent en excès et puis les gens qui mettent complètement l'argent. Et même si les gens peuvent douter de ça, mais du moins nous qui sommes dans les milieux hospitaliers, nous vivons cela. Comment je peux expliquer ça? Bon, je prends par exemple pour mon cas.
dire que classe aisée, classe moyenne, ou soit non, nous sommes parmi les pauvres. Si je dis nous sommes parmi les pauvres, parce que moi je peux dire par mois, j'ai vu avec une somme là, moins de $250 état canadien congolais, ce qui est invraisemblable, bien sûr. Je suis je suis responsable, vous savez, nous sommes des médecins. Les gens savent que nous travaillons aux cliniques universitaires de Kinshasa et quand vous recevez un membre de la famille chez toi à la maison, il vient pour vous poser tel problème et que tu lui dis que tu n'as rien, pour lui, il va carrément dire que tu refuses. Or, on ne peut pas exposer certaines difficultés que nous racontons ici aux cliniques universitaires de Kinshasa comme dans tout autre travail. Mais dis-moi que nous vivons par la volonté divine. Simplement, la classe moyenne, par son niveau de vie, est la partie de la population qui n'est ni riche ni pauvre. Et ça se situe au niveau du milieu, comme le nom le dit, moyen. Les gens qui se retrouvent et qui gagnent leur vie quotidiennement et qui peuvent survivre. Et à la question de savoir quelle est l'importance d'une classe moyenne au niveau national, mais personnellement je dirais que ce serait vraiment une unité de mesure à la question d'inégalité de revenus que j'ai évoquée à la première question. Donc la classe moyenne détermine le niveau de vie d'une nation au niveau de l'économie. Parce que quand une nation a une classe moyenne, cela prouve qu'il arrive à trouver l'équilibre national au niveau de son budget, au niveau de ses revenus. Et on sent que c'est une société qui est un peu plus stable que les autres. Et on prend plus d'exemples des pays pauvres ou en développement, on trouve difficilement une classe moyenne comparée aux pays en émergence où on trouve une grande population, encore un grand pourcentage de la classe moyenne. La classe moyenne, à mon humble avis, est constituée de personnes dont les revenus permettent de joindre les deux bouts du monde, c'est-à-dire de satisfaire leurs besoins du premier jour au dernier jour d'un mois. Mais en plus de ça, leurs revenus leur permettent d'épargner, ce qui n'est pas le cas en ce qui me concerne. Donc moi je pense à mon humble avis que j'appartiens à la classe des pauvres, parce qu'au Congo nous pouvons considérer qu'il n'y a pas de classe moyenne, il n'y a que la classe des riches et de l'autre côté la classe des pauvres. Aujourd'hui, la plupart des gens se basent sur la théorie du ruissellement, une théorie créée par Adam Smith et David Ricardo, selon laquelle les revenus des personnes les plus riches ont un grand impact sur l'économie d'un pays et sur l'emploi pour le reste de la société, soit à travers leur consommation ou leur investissement. Mais non, comme l'a dit Richard Sennett, un économiste, cette théorie agit comme un fantasme promettant une vie meilleure aux pauvres. Vous savez, nous pouvons le démontrer que plus la fortune des riches s'accroît, plus faible est la croissance d'un pays. Le gouvernement devait se focaliser le plus possible sur la classe moyenne et les pauvres, afin de réduire cette inégalité et de soutenir la croissance. Nous le savons tous, il y a de nombreuses façons de créer de la richesse et de travailler à l'amélioration de ses conditions socio-économiques dans un pays. S'il faut d'abord comprendre le ruissellement, c'est un écoulement abondant ininterrompu. Et s'il faut chercher à vouloir comprendre la théorie du ruissellement lui-même, c'est une théorie qui a vu le jour aux États-Unis d'abord. C'est vers les années 1928 que cette théorie a pris racine et c'est une théorie qui a été mise en place par les libéraux américains qui ont mis cette théorie en place dans le sens où ils étaient en train d'expliquer cette théorie disant que les revenus ou les richesses des riches finissent toujours par être réinjectés dans l'économie. Pourquoi? Pour répondre aux besoins de quoi? De plus petits. Voilà. C'est de cette manière-là que cette théorie de ruissellement sera expliquée. Et c'est sur base de ça qu'ils vont développer cette théorie. Mais nous allons comprendre vers les années 70, il y a une école
de Ronald Reagan vers Chicago qui va s'approprier cette théorie. Mais il y a des chercheurs, ou il y a d'autres économistes, il y a d'autres scientifiques qui ont critiqué cette théorie. Ils ont critiqué cette théorie, c'est le cas par exemple d'un sociologue, un altermondialiste, Jean Ziegler. Jean Ziegler soutient que la théorie du ruissellement est erronée, dans la mesure où elle est basée sur une idée de l'accumulation de l'argent et par les individus les plus riches, pour qu'enfin cette richesse toujours continue à être comment? À être partagée toujours parmi les riches. Tandis que Richard Sennett dira non. Cette théorie n'est pas une bonne théorie. Dans quel sens? Dans le sens qu'il comprend comment? C'est de l'imagination. Pareil, à travers cette théorie, on fait quoi? On est en train de miroiter. On est en train de miroiter quoi? On est en train de miroiter à la population qu'ils feront quoi? Ils auront des jours meilleurs, ils auront une vie meilleure par rapport à leur réalité. Or, ici, vous allez comprendre que cette théorie, lorsqu'il est développé, selon Richard Sennett, il dit on est en train de chercher à promettre aux gens le meilleur monde par rapport aux chrétiens dans la Bible où on leur dit non, vous serez bien lorsque vous irez au paradis. C'est le contraire par rapport à cette théorie. Voilà pourquoi que cette théorie n'est pas une théorie qui peut être aussi vérifiable. Pourquoi? Parce qu'il y a les gens qui l'ont critiqué et ils sont arrivés à une conclusion selon laquelle c'est l'enrichissement des riches et les pauvres continuent toujours à s'appauvrir. Il y a plusieurs indices utilisés dans le monde pour comparer les distributions des revenus dans un pays, tels que l'indice de Tel, l'indice de Hoover, la variance logarithmique ou le coefficient de Gini. Mais je me focaliserai sur le coefficient de Gini et j'essaierai de vous épargner des détails compliqués, des calculs faits par des scientifiques. En effet, cette méthode mesure l'écart entre une distribution fictive où l'égalité serait parfaite d'un côté et la distribution effective de ces revenus de l'autre côté. Quand le Gini est près de zéro, on dit que l'inégalité elle est faible. Plus elle s'éloigne de zéro ou se rapproche de l'unité, plus on dit que l'inégalité est grande. Comme par exemple en Afrique du Sud, le Gini est à 62,38 si je ne me trompe pas. Au Congo, nous sommes à 42,3 et en Ukraine, nous sommes à 24,6%. À travers ces données, il est visible que l'inégalité des revenus en RDC est assez grande et que le gouvernement congolais doit déployer des moyens efficaces afin de diminuer cette inégalité. L'idée n'est pas de critiquer le gouvernement congolais ou de soulever les points négatifs, parce que nous ne devons pas oublier que les efforts fournis par le gouvernement congolais pendant ces 15 dernières années qui sont à féliciter. Nous savons que l'économie du pays est néanmoins marquée par 2 décennies de conflits. Malgré cela, nous avons pu enregistrer en 2014 la 3e croissance la plus rapide du monde avec 10,5% du PIB. Et pas si longtemps, la Banque centrale du Congo avait annoncé que le pays devait connaître une croissance de son PIB de 4,9% contre une estimation initiale de 2,9% en 2017. Si par exemple aujourd'hui, nous devons comparer les salaires que reçoivent les individus dans différentes catégories de travail en RDC, nous pouvons conclure que la réduction de l'inégalité des revenus n'est pas une priorité pour le gouvernement congolais. Il y a une grande disparité entre les salaires des employés du même employeur qui est l'État congolais. Comme par exemple le salaire d'un policier congolais qui ne correspond même pas à 1% du salaire de son Premier ministre. Cette grande différence qui existe entre les salaires de ces individus est absurde et le gouvernement congolais doit vraiment améliorer sur les conditions d'emploi. Mon point est de démontrer que le gouvernement congolais a la capacité de trouver une juste mesure
ou un équilibre qui permettra de rendre justice à ses propres employés. Il y a plusieurs vecteurs ayant une influence sur le niveau de l'inégalité de revenus en République démocratique du Congo. Je parle des facteurs économiques, politiques et sociaux. En général, aujourd'hui, les deux principaux facteurs à l'origine de l'écart des revenus croissants entre les travailleurs dans le monde sont le progrès technologique et la mondialisation financière. Il faudrait aussi citer le niveau social, l'inégalité d'accès à l'éducation, aux soins de santé et aux services financiers, ainsi de suite. Dans ce nouveau monde, les inégalités des revenus seraient grandement attribuables à l'offre et la demande du marché de l'emploi, non seulement en RDC, mais partout dans le monde. Le gouvernement congolais avait affirmé lors de la situation de l'emploi du pays en 2015 avoir créé 100 000 emplois chaque année depuis 2012 et que le taux de chômage avait baissé de près de 20%. Malgré cette statistique, la RDC a un taux de chômage élevé. Le travail en général, et en particulier celui des jeunes et des femmes, se pose avec clairvoyance. La RDC est parmi aujourd'hui les pays qui ont le taux de chômage le plus élevé, et aussi le taux de sous-emploi global le plus élevé. Les conditions de travail sont pénibles pour la plus grande majorité des employés, bien que l'absence de statistiques ne permette pas de relever les évidences. Il faut savoir que ce taux de chômage a un grand effet négatif sur le niveau de l'inégalité de revenus. Il y a aussi le développement des nouvelles technologies qui a créé des écarts de revenus importants entre ceux qui ont l'accès et les autres, même si un meilleur accès à l'éducation pourrait réduire l'impact de ce facteur. Et une grande partie du marché de l'emploi aujourd'hui est fermée aux personnes qui ne maîtrisent pas ces nouveaux outils. En se basant juste sur l'éducation, à l'heure où les nouvelles technologies naissent et renaissent, je pense que c'est le moment pour une redéfinition et une réorientation de notre système éducatif qui devient de plus en plus inadapté. Juste un simple exemple. La RDC est remplie des généralistes, disons des économistes, des ingénieurs, des informaticiens, médecins, biologistes, chimistes. Un fait qui rend la majorité des étudiants du pays vulnérables face à ceux de l'étranger plutôt. Je me pose une question. Faudra-t-il que l'UNIKIL maintienne la faculté de Polytechnique dans sa structure actuelle? Non. Car si on adapte cette faculté au changement du monde technique, cette faculté peut bien être scindée en différentes disciplines. Il y aura l'ingénierie, l'informatique, disons l'automécanique, ainsi de suite. Un fait qui va former non pas des généralistes en technologie, mais des spécialistes dans des domaines techniques bien précis. C'est un fait qui rendra le marché d'emploi équitable dans le pays. Mes revenus mensuels s'élèvent à 480 $. Alors, pour vous donner une idée, le loyer me coûte 200 $ par mois, ce qui fait 42% de mes revenus. Alors, allez-y pour comprendre qu'avec le reste, je dois me débrouiller pour l'alimentation des enfants, le paiement de leurs frais de scolarité, ainsi de suite. Ce qui fait que la situation est intenable. Ngai nazwaka salaire te nazwaka par jour natambola na bandako ya bato kosala mike mike chaque par jour peut-être na 10 000 nini yango ekosala nga moke nasalaka mwa économie moke kobomba kuta ndako ya bato kuta mai courant na minerval ya bana. Il y a plusieurs dangers associés au niveau de l'inégalité de revenus en RDC. Mais j'essaierai de me focaliser sur l'économie et le social.
Disons sur l'économie, sur base de la courbe de Kuznets, certaines personnes croient que l'inégalité des revenus est nécessaire pour la croissance économique. Ils disent qu'il paraît que le fait que le riche épargne plus, la hausse de l'inégalité des revenus amènera à un plus haut niveau d'épargne ou bien d'investissement dont les bénéfices finiront par atteindre les pauvres. Et d'autres disent que les taxes sur les riches doivent être réduites afin de les permettre d'investir plus. Mais non, nous pouvons le constater que la plupart des pays ayant un niveau d'inégalité des revenus élevé expérimentent une lente croissance économique. Cette lente croissance est causée par le grand écart existant entre d'un côté la classe moyenne et la classe pauvre, et de l'autre côté la classe supérieure qui est la classe des riches. Ce n'est même plus un secret de polichinelle. L'investissement insuffisant dans l'éducation des pauvres pèse sur la croissance économique en République démocratique du Congo. Je t'aime mi amore meni me fie ene de yarabirina too much. Je t'aime mi amore meni me fie ene de yarabirina too much. Papa toza na sala po misele ezali. Tozanga na sala po tozanga moyen vivre ebika Congo ni. Concernant les difficultés rencontrées dues aux faibles revenus, je prendrai des exemples des bases, par exemple l'accès aux soins de santé. Les gens qui ont des faibles revenus ne peuvent pas se permettre le luxe de côtoyer des grands hôpitaux pour se faire soigner, ou encore leurs enfants ne peuvent pas côtoyer des grandes universités pour avoir une bonne éducation de qualité. Et souvent, ces gens-là vivent au-delà de leurs moyens. Donc, ils ont beaucoup de besoins, mais ils ont peu de moyens pour s'octroyer certains services ou certains biens. Et surtout, la question de savoir c'est quoi les solutions. Étant un jeune entrepreneur et un leader de société, ce que je conseille le plus, c'est vraiment aller à la lutte contre le chômage. Et il faut vraiment donner ces jeunes le moyen de travailler. Aller trouver l'équilibre social pour avoir une bonne classe moyenne et investir dans le PME. On voit qu'il y a des jeunes entrepreneurs qui sortent de leur maquis, qui ont des idées, qui sont entrepreneurs. Les jeunes Congolais sont innovants, mais le gouvernement n'aide pas ces jeunes à émerger. Le gouvernement n'accompagne pas nos jeunes. Voilà, le moment est venu pour nous d'investir sur cette jeunesse qui est l'avenir de demain, d'aller vraiment les accompagner. Et ça, ce serait pour moi, je dirais, un bon moyen pour commencer à lutter contre l'inégalité des revenus, parce que les jeunes ont besoin d'emploi, les jeunes ont besoin d'avoir de l'espace pour s'exprimer et créer leurs idées. Nous félicitons les efforts fournis par le gouvernement congolais sur le secteur de l'éducation. On arrive à voir qu'il y a une croissance du taux brut de scolarisation ces 15 dernières années, comme par exemple la scolarisation à 110% en 2016 était une priorité du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Mais malgré cela, depuis plusieurs années, le budget alloué à l'éducation reste très faible, ce qui est réellement inférieur à 20%. Il y a aussi les problèmes sociaux. C'est dans les pays à haut niveau d'inégalité des revenus qu'on trouve plus les problèmes sociaux. En effet, la population a une meilleure vie quand l'inégalité des revenus est faible. Cette inégalité en RDC est caractérisée par une pauvreté intense. Il y a ceux qui le sont de façon temporaire et ceux qui le sont sur une longue période. Pendant que les autorités du pays continuent à s'extasier sur le niveau du PIB par habitant, la vérité est que qui n'a pas pu bouger les lignes en termes d'amélioration des conditions de vie de la population congolaise. Je t'aime mi amore meni me fie ene de yarabirila too much. Na ma fie na
Namafie dini yeleleba namafie neyere nanifo niyana mokofie nerusira donkililele ilakola aha ilene la mulukumoso niyana mokofie soro fale moso nyuma na osikote aha nekona neilelele. L'inégalité des revenus va de pair avec l'inégalité sociale en RDC, particulièrement sur les enfants. Quand on parle des enfants de la basse classe, nous pensons directement à des caractéristiques telles que ils ont moins de chances d'avoir des soins prénataux dans l'utérus maternel, ils ont moins de chances d'avoir été mis au monde par un professionnel de santé qualifié, ils ont moins de chances d'être enregistrés après leur naissance, ils ont plus de risques de souffrir d'un retard de croissance, ils ont moins de chances d'être vaccinés contre la rougeole, ils ont plus de risques de mourir avant l'âge de 5 ans, ils ont moins de chances de fréquenter l'école primaire, ils ont moins de chances d'avoir de l'eau potable. N'oublions pas aussi que, selon le rapport du développement humain du PNUD, la RDC avait gagné 11 places dans le classement mondial, passant à la 176e position sur 188 pays en 2014. Et aujourd'hui, il y a une nette amélioration dans ce secteur et cela montre que la RDC est sur le chemin de retour sur de la croissance et de la stabilité. Le pouvoir a un grand travail qu'il doit réaliser. Et le travail qu'il doit réaliser, c'est de faire quoi? C'est de vouloir comprendre comment est-ce qu'on peut vraiment réduire ces inégalités de revenus parmi la population. Et voilà pourquoi nous proposerons à ce qu'il puisse y avoir une gouvernance responsable et consciencieuse. Une gouvernance qui pourrait avoir des objectifs précis dans le sens de vouloir faire quoi? De vouloir élever les niveaux de la population. Et on ne peut élever les niveaux de la population que sur base de revenus, par exemple le salaire, le revenu du travail non salarié. Ces éléments, si une fois on arrive à les arranger, ça peut faire quoi? Ça peut nous permettre de vouloir comprendre et de chercher à confirmer ou à infirmer des hypothèses qui s'affrontent pour le moment, qui disent que nous n'avons pas de classe moyenne ou nous avons une classe moyenne. Pour résoudre les problèmes de l'inégalité, il faut au moins un salaire décent à tous les employés. C'est-à-dire payer au moins aux employés un salaire qui va permettre de scolariser les enfants, de bien prendre en charge sa famille et puis d'épargner aussi quelque chose qui peut les permettre d'accomplir un projet dans l'avenir. Donc s'il faut dire pour avoir un avenir prometteur. Et en plus de cela, surtout nous qui sommes ici, nous qui exerçons ici au clinique universitaire de Kinshasa, le gouvernement doit tenir compte des médecins qui travaillent ici, c'est-à-dire s'occuper des médecins, pour nous permettre aussi de bien prendre en charge les malades qu'on nous transfère ici. Et si on est bien équipé, ça peut parfois aussi de nous permettre de résoudre certains problèmes avant d'intéresser l'hiérarchie. Ça c'est un. Et puis pour les autres, il faut quand même que tout le monde qui travaille puisse se retrouver dans son travail pour prendre en charge sa famille et puis s'acquitter de d'autres responsabilités. Parce que quelqu'un qui est mieux payé, même s'il a un problème sanitaire, je crois que s'il a un salaire décent, il peut être à mesure d'amener son enfant à l'hôpital et puis s'acquitter de toutes les responsabilités de l'hôpital. Solution ezali mingi en entreprise ya mingi na Congo pour la biso population to se retrouver na ba salaire na biso pour tous avoir moyen de vivre ya kofuta ndako batu kofuta bana classe kofuta ba besoin miki kofuta yo surtout. Alors comment se sortir de cette inégalité?
de cette inégalité. Nous pensons que la première richesse que puisse avoir un homme, c'est d'abord sa matière cérébrale. Donc nous pensons que c'est un problème de gestion et de management, comme certains le diraient. Alors, comment procéder? À mon humble avis, la meilleure façon d'y procéder, c'est de donner un bon salaire à ceux qui sont au bas de l'échelle sociale. C'est-à-dire tous ceux qui sont considérés comme pauvres, commencer à élever leur salaire. Alors vous élevez leur salaire, donc vous augmentez leur salaire, je m'excuse, vous augmentez leur salaire. En augmentant leur salaire, vous leur permettez de s'acquitter de certaines de leurs responsabilités, surtout sur le plan financier et autres. Et en plus de cela, les retombées se feront sentir. Vous augmentez le salaire de quelqu'un, vous lui permettez d'acheter plus de biens, et d'aider aussi certains membres de sa famille. Ça signifie quoi? Vous fournissez de l'eau à ce moulin économique. C'est-à-dire vous donnez à quelqu'un un salaire élevé, il va acheter des biens, et en achetant ces biens, il donne aussi du salaire à ceux qui vendent ces biens. Voilà. Et puis il aide aussi les autres membres de la famille. Ça signifie qu'en élevant une seule personne, vous élevez 10 autres personnes qui sont autour d'elle. Voilà, moi je pense qu'il faudrait chercher à instaurer ce cercle que je qualifierais de vertueux. Voilà, ce cercle vertueux, vous augmentez le salaire de quelqu'un, il aide les autres, il s'occupe de ses enfants, de leur scolarité, et en payant bien les frais scolaires de ses enfants, il donne du salaire à ceux qui travaillent dans ces écoles, il paye les soins de ses enfants, bien, et là, ça amène l'argent à cet hôpital qui soigne